Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre. Je vous souhaite la bienvenue au colloque annuel de groupe Travail, Emploi et Droits de la personne. Mon nom est Pierre Pilote. Je suis associé directeur au bureau de Gahling WLG à Montréal. Je serai votre maître de cérémonie pour la matinée. Avant de débuter, voici quelques informations utiles. Suite au colloque de ce matin, vous recevrez une attestation de formation reconnue par le barreau pour une durée de 3 heures de formation. Cette formation est également reconnue par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés pour une même durée. Assurez-vous d'avoir signé le registre des présences à la table d'accueil et vous recevrez votre attestation de participation par envoi électronique au cours des prochains jours. Également, dans une optique environnementale, nous avons décidé de vous faire parvenir tous les documents relatifs à la présentation d'aujourd'hui de façon électronique après le colloque. Ça va également vous éviter de les perdre au retour. Finalement, et comme nous allons commencer sous peu, je vous demanderai d'éteindre, s'il vous plaît, les sonneries de vos appareils électroniques. Le programme d'aujourd'hui intitulé « Développement récent et outils pour une gestion harmonieuse des relations de travail » a été préparé pour vous afin de vous aider à faire face à des situations auxquelles, en tant que conseiller juridique d'entreprise et professionnel en ressources humaines, vous pouvez être appelé à être confronté. Aujourd'hui, nous parlerons du top 10 des décisions récentes marquantes en droit du travail et de l'emploi, la légalisation du cannabis, quels impacts concrets pour les employeurs, on sait que c'est quand même pour bientôt, le congédiement administratif, un outil méconnu, et enfin, jury comptabilité, dialogue avec un éminent expert. Donc, nous vous proposons donc ce matin cette conférence en 4 parties qui se succéderont. Il y aura une période de questions après chacun des sujets et un micro sera à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Nous sommes maintenant prêts à débuter et j'ai l'honneur d'ouvrir le bal avec ma collègue, mon associé José Gervais. José est associé au bureau de Gahling WLG à Montréal, où elle est chef du groupe Travail, Emploi et Droits des personnes. José conseille des employeurs relativement à toute question de droit de l'emploi, y compris la préparation et la révision de contrats de travail individuels, de même que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et procédures en matière d'emploi. C'est également une redoutable négociatrice. José et moi allons vous présenter le top 10 des décisions récentes marquantes en droit du travail et de l'emploi. Donc voilà, je cède la parole à José qui va présenter une première décision. Alors, bon matin tout le monde. Ça nous fait immensément plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de 10 décisions qui ont été rendues au cours de la dernière année en droit du travail et droit de l'emploi et qui ont particulièrement retenu notre attention. Je commence immédiatement avec la décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Association des juristes de justice contre procureur général du Canada. C'est une décision qui a été rendue en 2017 et qui traite plus précisément des limites du pouvoir résiduel de direction de l'employeur dans un contexte de rapport collectif de travail. Donc, au niveau des faits, l'employeur ici, c'est la direction du droit de l'immigration du Bureau régional du Québec du ministère de la Justice du Canada. Donc, je vais l'appeler la direction pour les fins des présentes. Donc, en 2010, l'employeur informe ses juristes qu'ils ne seront plus payés pour leur période de garde. Donc, la politique de l'employeur depuis les années 90, c'est en fait qu'ils avaient mis sur place une politique de corps de garde au terme de laquelle les salariés qui se mettaient volontaires ou qui se proposaient pour s'occuper des dossiers urgents en matière d'immigration qui peuvent survenir à l'extérieur des horaires de travail se voyaient compensés au moyen de journées de congés rémunérées ou encore d'heures supplémentaires. En 2010, l'employeur modifie la politique de sorte que seules les heures réellement travaillées
vont maintenant être rémunérés, c'est-à-dire que le seul fait d'être disponible pour le salarié n'est plus source de rémunération comme telle. Évidemment, comme c'était une politique qui était volontaire, en fait, la disponibilité pour les corps de garde était volontaire. L'employeur manque de volontaires. Donc, il doit modifier sa politique pour faire en sorte de rendre ces corps de garde-là obligatoires. Et c'est ce qui va provoquer le dépôt d'un grief par le syndicat, qui, dans le fond, prétend que l'employeur exerce de façon déraisonnable ses droits de direction. La convention collective ne traite pas de l'obligation de disponibilité comme telle, mais la convention collective prévoit en fait que le droit de direction de l'employeur n'est pas limité, ou en fait, il n'est limité que par ce qui est prévu à la convention collective. Et c'est en vertu de ce principe général-là que l'employeur avait adopté sa fameuse politique. L'arbitre de grief qui va être saisi du litige en première instance va conclure que l'employeur a effectivement exercé de façon déraisonnable et injuste ses pouvoirs et ses droits de direction, et que de plus, la politique contrevient ni plus ni moins à l'article 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la liberté des salariés. Et l'arbitre va ordonner à l'employeur de cesser d'appliquer cette politique-là. La décision va être portée en contrôle judiciaire par l'employeur. La décision va être infirmée par la Cour d'appel fédérale et le dossier va cheminer jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême, à une majorité de 7 sur les 9 juges qui vont siéger sur le dossier, tranche en faveur du syndicat et conclut en fait que la politique est un exercice déraisonnable des droits de direction de l'employeur pour le motif que l'employeur a mis fin à une pratique qui durait depuis plus de 20 ans, qui était de rémunérer et de compenser la disponibilité exprimée par les salariés. La Cour conclut que l'employeur, en fait, a contrevenu à la convention collective qui prévoit, dans les énoncés très, très larges qu'on retrouve généralement dans les premiers articles, qu'il doit agir raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l'administration de la convention collective. Donc, c'est la contravention à la convention à laquelle la Cour suprême en arrive. Elle considère de plus que, bon, ce sont des facteurs aggravants ici, il n'y a aucune disposition qui prévoit une obligation de disponibilité dans la convention collective. Cette obligation-là non plus n'est pas prévue aux descriptions de postes ou aux descriptions de tâches des salariés, des juristes en question. Et une telle politique n'est pas non plus la norme dans le secteur dans lequel œuvre l'employeur. La Cour va également confirmer le cadre d'analyse qui avait été adopté par l'arbitre, qui était en fait de mettre en balance les intérêts des salariés ainsi que ceux de la direction pour justement déterminer si l'exercice des droits de direction a été fait de façon raisonnable. À l'unanimité, par contre, les 9 juges vont conclure qu'il n'y a pas atteinte à l'article 7 de la Charte, puisque la politique là, ne brime pas les salariés ou n'est pas une incursion dans leur vie privée et ne vient pas brimer leur choix fondamental, là, de sorte que l'article 7, il n'y a pas de contravention. Ce qu'on peut retenir de cette décision-là, en fait, c'est qu'au niveau de l'analyse qui est faite, on dit que l'employeur n'est pas tenu de prouver qu'il n'y a pas d'autre solution, mais un peu comme dans un dossier de charte, lorsqu'il y a l'existence de moyens réalistes, mais moins attentatoires pour répondre aux besoins de l'entreprise, en fait, ça va constituer là, une considération importante dans l'analyse des intérêts de la direction versus ceux des salariés. Bon, bien voilà. Une seconde décision, décision dans l'affaire Delgadillo contre Blind2Go, une décision de la Cour d'appel, ça va? Décision de la Cour d'appel de 2017. Dans cette affaire-là, M. Delgadillo est directeur de d'une des deux usines de Blind2Go. Il est congédié après plus de 12 ans de service. Monsieur Delgadillo, il relève directement des deux copropriétaires. Il joue un rôle important dans l'entreprise. Il a le pouvoir d'embaucher, de congédier des salariés. Il a le pouvoir de modifier les horaires de travail, peut faire des réorganisations dans son usine, prépare le budget annuel de l'usine. Il est un des signataires des effets bancaires de l'entreprise, donc il joue un rôle important. Donc, il est congédié après 12 ans de service et, vous pouvez deviner, il dépose une plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail.
l'employeur formule une objection préliminaire au motif que M. Delgadio est un salarié, n'est pas un salarié, mais plutôt un cadre supérieur. La CRT rejette l'objection de l'employeur et conclut qu'il est un salarié au sens de la loi sur les normes et qu'il a été congédié sans cause juste et suffisante. Donc, comme vous pouvez deviner, l'employeur présente une requête en contrôle judiciaire de la décision de la CRT et la Cour supérieure saisit de cette affaire-là. Et là, je vais faire grâce, là, c'est quoi la norme de contrôle? Ou, je vous résume, la Cour supérieure, en première instance, a dit que la norme de contrôle était la décision correcte. La Cour d'appel vient dire que non, c'était la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais à la fin, tant la Cour supérieure que la Cour d'appel en arrivent à la conclusion que la décision de la CRT, elle n'est pas raisonnable, puisque la CRT a commis 2 erreurs qui sont fatales à son raisonnement et partant à sa conclusion. D'une part, la CRT a procédé à l'analyse du statut du salarié en faisant totalement abstraction de la nature de l'entreprise. C'est-à-dire que la CRT a finalement analysé les fonctions de M. Delgadio uniquement en fonction de son usine, alors que à la fin, M. Delgadio jouait un rôle très important dans l'entreprise, puisque l'entreprise était composée de plusieurs centaines de magasins. Comme vous pouvez deviner, du nom de l'entreprise vendait des stars. Et il y avait une usine au Québec, une usine aux États-Unis, et ces centaines de magasins-là lançaient les commandes à chacune des usines qui devaient livrer dans les 48 heures. Donc, l'usine jouait un rôle extrêmement important dans toute l'organisation de l'entreprise. Donc, ce que la Cour d'appel vient dire, c'est que lorsqu'on doit examiner les circonstances, mais on doit le faire de manière globale et non analyser les fonctions prises isolément. Là. Donc, nonobstant le fait que la notion de cadre supérieur doit être interprétée restrictivement, on ne peut donner à cette expression-là un sens si étroit qui vient finalement neutraliser en pratique la disposition et la confiner seulement là, aux gens qui occupent la présidence d'une société. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? D'une part, les indices suivants peuvent permettre de reconnaître un cadre supérieur. D'abord, l'exercice de fonctions d'importance dans une entreprise et la jouissance d'une vaste latitude dans l'exercice de celle-ci. Être situé au plus haut niveau de l'entreprise et ne répondre qu'au président. Assurer des conditions de travail et salaires généreux. Manifestement, M. Delgadio était parmi les personnes les mieux rémunérées de la société. Assurer pleinement la gestion des activités d'une usine qui occupe un rôle névralgique au sein de l'entreprise, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt. Et participation à l'élaboration des stratégies politiques de l'entreprise et aux réunions de consultation. Donc, essentiellement, on doit considérer l'ensemble de ces critères-là et non faire une analyse restrictive là, des fonctions. Donc, voilà. Josie. La prochaine décision, c'est une décision qui a été rendue par le tribunal administratif du Québec dans l'affaire Sylvestre. Donc, c'est une décision qui est rendue dans la foulée de l'affaire Asphalte Desjardins qui avait été rendue par la Cour suprême en 2014 et dont on vous avait sûrement parlé à l'époque. Donc, elle met en cause M. Paul Sylvestre, qui est le plaignant dans cette affaire-là et qui a déposé une plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, au terme de laquelle il allègue avoir fait l'objet d'un congédiement sans cause juste et suffisante. L'employeur, lui, prétend plutôt que l'employé n'a pas été congédié, mais qu'il a démissionné. Le plaignant travaillait pour l'entreprise depuis 1989, donc il avait 25 ans de service au moment des faits et il était directeur de la mise en marché lors de sa fin d'emploi. Donc, au niveau de la trame des événements, on se situe au mois de juillet 2015. Le plaignant informe ses supérieurs qu'il a l'intention de quitter volontairement son emploi, mais en date du mois de juin 2016. Donc, dans les faits, il remet un préavis de fin d'emploi de 11 mois à son employeur. L'employeur, sur réception du préavis, considère qu'il n'a pas nécessairement l'intention de conserver le plaignant à son emploi pour cette période de 11 mois-là. Donc, il informe le plaignant que son emploi va plutôt prendre fin au mois de septembre suivant, donc 11 semaines après la remise du préavis.
Le plaignant dépose par la suite une plainte en vertu de l'article 124 où il dit « J'ai fait l'objet d'un congédiement sans cause juste et suffisante ». Le tribunal administratif du travail va venir confirmer le principe directeur de la décision qui avait été rendue dans Asphalte Desjardins par la Cour suprême, qui est à l'effet que l'employeur qui précipite la fin d'emploi après que l'employé lui eut remis un préavis de démission ne renonce pas au préavis de démission, mais procède vraiment à une résiliation unilatérale du contrat de travail. Donc, puisqu'il y a eu résiliation unilatérale du contrat de travail, les dispositions de la Loi sur les normes du travail qui touchent à la protection de l'emploi trouvent application. Et dans les circonstances, là, vous imaginez bien que l'employeur ne pouvait pas démontrer une cause juste et suffisante de fin d'emploi. Et donc, la plainte a été accueillie et monsieur s'est vu octroyer, en fait, le salaire pour la période entre la fin d'emploi et la fin du préavis de démission qu'il avait remis à son employeur. On parle à peu près d'une période de à peu près un peu plus que 7 mois. Excuse, j'avais oublié de changer. Ce qu'on peut retenir et ce qui est intéressant de cette décision-là, c'est que ce que le tribunal va venir dire, et c'est vraiment, je vous dirais, l'élément le plus important de la décision, c'est que l'appréciation du caractère raisonnable d'un préavis de fin d'emploi ou d'un délai congé au sens de l'article 2091 du Code civil. L'article 2091, c'est celui qui prévoit que chacune des parties au contrat de travail peut y mettre fin au moyen d'un préavis raisonnable. L'interprétation du caractère raisonnable relève des tribunaux de droit commun. Donc, la compétence du tribunal administratif du travail est seulement de contrôler la justesse et la suffisance du motif de fin d'emploi qui est à l'origine de la fin de la relation contractuelle. Donc, le tribunal n'a pas à déterminer si le préavis de démission était raisonnable, parce qu'ici, évidemment, l'employeur prétendait qu'un préavis de démission d'11 mois, c'est déraisonnable. Et il n'a pas non plus à trancher si le préavis que remet l'employeur à l'employé en réponse au préavis de démission est raisonnable lui aussi. En décidant de cette façon-là, le tribunal a mis de côté ce que la Cour suprême avait dit au paragraphe 44 de sa décision dans Asphalte Desjardins, lorsqu'elle avait mentionné on ne peut imposer à l'employeur le délai de congé décidé unilatéralement par le salarié. Donc, un employeur peut refuser qu'un salarié se présente sur les lieux du travail pour la durée du délai, mais il doit néanmoins le rémunérer pour cette période, dans la mesure où le délai congé fourni par le salarié est raisonnable. Donc, le critère du caractère raisonnable du délai de démission avait été clairement établi par la Cour suprême, mais le tribunal administratif du travail n'en a pas tenu compte puisqu'il a considéré qu'il n'était pas de sa compétence de trancher cette question-là. La requête en contrôle judiciaire qui a été déposée par l'employeur a été rejetée là, par la Cour supérieure au mois de mars 2018. Merci, Josée. Donc, maintenant, la décision rendue dans l'affaire Commission scolaire Kativik contre Ménard, décision de 2017 de la Cour supérieure. Voici les faits. Monsieur Adam est technicien en administration pour la Commission scolaire depuis 14 ans. Mais il n'accomplit que des tâches allégées. Il n'accomplit pas, bien qu'il soit au sommet de l'échelle de sa classe, il n'accomplit qu'une partie des tâches. L'employeur, depuis de nombreuses années, s'est plutôt contenté du fait que monsieur parlait très bien la langue inuit et qu'il était en mesure de communiquer avec la clientèle pour tolérer le fait qu'il n'occupait pas l'ensemble des tâches liées à celles d'un technicien d'administration. Donc, ce qui devait arriver arriva. Une nouvelle direction, une nouvelle directrice entre en poste et l'employeur revise ses tâches pour lui ajouter des tâches administratives pour faire en sorte qu'il ait des responsabilités là, compatibles avec l'ensemble des fonctions de celles d'un technicien d'administration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Adam est incapable de les accomplir. En fait, c'est un fiasco. Donc, l'employeur met en place un plan d'amélioration de rendement pour une période de 3 mois. Donc, au terme de la période de 3 mois, le salarié échoue et il est congédié de manière administrative, pour des raisons administratives.
Donc, l'arbitre Jean Ménard, appelé à se prononcer sur ce grief, rend la décision suivante. D'abord, en fait, accueille le grief. Et là, évidemment, je vous parle des décisions de la Cour supérieure. Donc, la Cour supérieure, dans ses décisions, vient établir que l'arbitre de grief, bien évidemment, l'arbitre a confirmé que le plan d'amélioration respectait les exigences générales de la jurisprudence telles qu'énoncées dans l'affaire Costco. C'est une décision de la Cour d'appel de 2005. Et cependant, l'employeur devait également, et c'est là ce qui est important dans cette décision-là, on dit l'employeur devait également déployer des efforts raisonnables pour réaffecter l'employé dans un autre poste compatible avec ses compétences. Donc, à quoi on réfère en cela? Quant à cette exigence, on réfère à l'un des critères du test Edith-Cavell. Il s'agit d'une décision de 1982 de la Colombie-Britannique qui finalement est devenue finalement la référence là, un petit peu partout au Canada en matière d'exigence pour procéder à un congédiement administratif. Et je n'irai pas trop loin sur le congédiement administratif parce que j'ai mes deux collègues qui vous font une présentation tout à l'heure là-dessus. Mais tout ça pour dire que ce que le tribunal vient dire, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que le test d'Edith-Cavell ne s'applique pas intégralement au Québec. Donc, quand je vous parle de la condition de l'effort raisonnable pour réaffecter l'employé dans un autre poste. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Consécration d'un 6e critère pour les congédiements motivés par un rendement insatisfaisant. Et dans le fond, je ne peux pas vous m'empêcher. Si je parle du 6e critère, vous devez vous dire c'est quoi les autres. Donc, les autres critères, bon, ben voilà, et ça découle de la décision Costco. D'abord, 1, le salarié doit connaître les politiques de l'entreprise et les attentes fixées par l'employeur à son égard. 2, ces lacunes doivent lui avoir été signalées. 3, il a obtenu le support nécessaire pour corriger et atteindre ses objectifs. 4, il a bénéficié d'un délai raisonnable pour s'ajuster. Et il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d'amélioration de sa part. Donc ça, c'est les critères de la décision de l'arrêt Costco de 2005. Mais ces critères-là de Costco cette décision-là, cette énumération, pardon, omet un passage crucial du test d'Edith-Cavell qui complète habituellement le 4e critère par le fait que l'employeur doit démontrer qu'il a fait les efforts raisonnables de replacer l'employé dans un autre poste que l'employeur a les compétences d'exercer. Peut-être important de mentionner que cette obligation ne trouve pas application dans tous les cas. Ce que l'arbitre mentionne dans sa décision, évidemment, si j'engage quelqu'un pour donner des cours de grec ancien, ben, ça va être plus difficile là, de considérer là, le réaffecter à d'autres fonctions. Il donne un autre exemple. Si je suis commis comptable dans un petit détaillant de pneus, ben, ça va être difficile de considérer le réaffecter la personne à d'autres fonctions. Donc, il faut aussi analyser la taille de l'entreprise, ses activités, pour apprécier l'importance de l'obligation de moyens. José? La décision suivante, c'est une décision dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'elle a été passablement médiatisée. C'est celle qui a été rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Poisson contre STM. Donc, elle traite de la responsabilité extra-contractuelle d'un employeur dans un contexte de lésion professionnelle. Les faits mettent en cause 2 salariés, Mme Yolande Poisson et Jean Langlois, qui sont des ambulanciers qui comptent près de 30 ans d'ancienneté et d'expérience. Au mois de mars 2012, ils sont appelés à dégager le corps d'une personne décédée sous le métro de Montréal. Et à ce moment-là, il y a un employé de la STM qui actionne accidentellement le klaxon de la loge du wagon de tête, et ce, à 2 reprises. Les ambulanciers sont alors persuadés que l'alarme annonce le départ du métro et donc que leur vie est en danger. Et il n'y a aucun représentant de la STM qui va venir les aviser que le klaxon a été simplement activé par mégarde.
Cet événement-là va entraîner des dommages psychologiques importants chez les deux ambulanciers. Ils vont tous les deux faire une réclamation auprès de la CNESST. Leur lésion professionnelle va être reconnue avec un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Mais dans les faits, les ambulanciers vont être incapables de reprendre leurs fonctions par la suite. Ils vont intenter des procédures, poursuivre la STM pour les dommages qui sont excédentaires de ceux qui n'ont pas en fait été compensés par la CNESST en invoquant le régime général de la responsabilité extra-contractuelle prévu à l'article 1457 du Code civil du Québec qui nécessite évidemment la démonstration d'une faute, de dommages et d'un lien de causalité entre les deux. La Cour supérieure va conclure que la STM a effectivement commis une faute à l'égard des deux ambulanciers, puisque même si toutes les procédures qui étaient applicables en matière de tentative de mort violente dans le métro avaient été suivies, la responsabilité de la STM est retenue en raison de l'omission d'agir d'un de ses employés, celui qui occupait le poste de chef d'incident. Les ambulanciers, eux autres, reprochaient principalement aux mécaniciens de la STM d'avoir actionné le klaxon par mégarde, mais ce n'est pas la faute qui va être retenue par la Cour supérieure. Ce que la Cour supérieure va conclure, c'est que le chef d'incident ne pouvait raisonnablement, évidemment, prévoir que le klaxon serait activé, mais il avait l'obligation d'agir pour sécuriser et rassurer les ambulanciers. En fait, la Cour va dire qu'il était raisonnablement prévisible pour lui que le klaxon suscite chez les ambulanciers un sentiment de panique. Et donc, un chef d'incident prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait su qu'il devait s'empresser sans délai d'aller avertir les deux ambulanciers de la situation et de les rassurer. La preuve a démontré, en fait, qu'il n'y a aucun intervenant de la STM qui est venu rassurer les ambulanciers dans les circonstances et que cette omission d'agir-là constitue la cause principale, si ce n'est la seule cause des dommages dont ont été victimes ou qui ont été subis par les ambulanciers. Donc, la STM a condamné, la Cour a condamné la STM à verser à chacun des ambulanciers la somme de un peu plus de 600 000 $ à titre de dommages. Et ce qu'on peut retenir de cette décision-là, évidemment, c'est que le régime no fault ou le régime sans égard à la faute qui est prévu à la LATMP comporte quand même certaines exceptions qu'on a tendance à oublier. Dans le cas présent, l'exception était celle prévue à l'article 441 de la LATMP. Et donc, un employeur peut être tenu responsable en vertu du régime de responsabilité extra-contractuelle pour un accident du travail qui est survenu chez lui. Et dans ce cas-là, c'est le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Ici, on parlait d'un chef d'incident raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Autre décision importante rendue cette année, décision de la Cour suprême dans l'affaire Stewart contre Elk Valley Coal Corp. Le sujet de cette décision-là, la question, c'était le salarié a-t-il été congédié en raison de sa dépendance ou en raison de la violation de la politique en matière de drogue? Les faits sont les suivants. M. Stewart est un conducteur de camion pour l'employeur. Considérant la dangerosité des activités de la mine, le maintien d'un chantier sécuritaire, c'est une exigence vraiment, c'est de grande importance pour l'employeur, évidemment, et pour les employés. Et l'employeur a mis en place une politique sur la consommation d'alcool, de drogue illégale et des médicaments pour assurer la sécurité. En vertu de cette politique-là, les employés étaient censés révéler tout problème de dépendance ou d'accoutumance avant qu'un incident lié à leur consommation ne survienne. S'ils le déclaraient, un programme de traitement était offert. S'ils ne le déclaraient pas et qu'un accident survenait, le résultat des tests de dépistage de l'employé, s'ils étaient positifs, l'employé était alors congédié conformément à la politique de l'employeur et qu'il qualifiait de « pas d'accident sans conséquence ». Donc, M. Stewart, ce que l'enquête a révélé, était un consommateur de cocaïne à l'extérieur du travail et il n'a pas divulgué cette consommation-là à l'employeur. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il a été impliqué dans un accident et pour lequel il n'y a eu aucun blessé, mais il a été contrôlé positif à un test de dépistage de drogue et il a été congédié.
Donc, vous pouvez deviner, c'est un grief a été déposé par le travailleur et l'arbitre dans cette affaire-là en vient à la conclusion que M. Stewart a été congédié non pas parce qu'il s'ouvrait une dépendance, mais parce qu'il n'a pas respecté la politique. De plus, M. Stewart, selon l'arbitre, n'a pas été lésé par la politique de l'employeur car il avait la capacité d'en respecter les modalités. C'est intéressant comme constatation. Je commenterai un petit peu plus loin. La majorité, et ça c'est la Cour suprême, la majorité conclut que la conclusion du tribunal selon laquelle la dépendance n'a pas constitué un facteur dans le congédiement de M. Stewart, elle est raisonnable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? La politique invitait les employés souffrant d'une dépendance à révéler à l'employeur leur dépendance afin de bénéficier d'une mesure d'accommodement. Et lorsqu'on lit la décision de la Cour suprême, c'est 6 juges, dont la juge en chef qui rend une décision majoritaire. Il y a 3 décidences, mais ce qu'on peut retenir de ça, l'existence d'une discrimination, c'est hautement factuel. Ici, le tribunal a conclu que la dépendance du salarié n'avait pas réduit sa capacité à respecter la politique de l'employeur. Mais ce que vous devez savoir, devant l'arbitre, il y a eu une preuve d'expert qui a été présentée par l'employeur pour démontrer que l'employé avait la capacité de faire des choix quant à sa consommation de drogue. Donc, il y a une preuve qui a été présentée là-dessus. Évidemment, il y aurait eu de la part du salarié une preuve requise là, que sa dépendance l'empêchait de se conformer à la politique. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de preuve là-dessus. C'est plutôt l'employeur qui a fait une preuve qu'il était en mesure de respecter la politique. Donc, vraiment, décision intéressante. Encore une fois, il faut retenir que c'est très factuel, là, ce type de dossier-là. Donc, la preuve à présenter est très importante. La prochaine décision, c'est une décision qui a été rendue par la Cour supérieure au début de l'année 2018, où en fait la Cour devait déterminer si il existait une obligation de donner un délai congé raisonnable dans le cadre de la résiliation d'un contrat de service. Donc, les faits en cause, Mme Lamontagne a signé avec Service financier Clarica, devenu par la suite Sun Life, un contrat de conseiller et elle a agi comme conseillère de 2004 à 2009. Au terme de son contrat, là, elle avait la possibilité de vendre des polices d'assurance et des fonds de placement de la Sun Life. En 2009, elle est avisée par les représentants de la Sun Life de la résiliation de son contrat et on lui remet à ce moment-là un préavis de 14 jours qui est le préavis prévu au contrat signé par les parties. Madame Lamontagne entame des procédures où elle réclame un peu plus de 3,7 millions en dommages et elle allègue fondamentalement la résiliation abusive de son contrat. Les parties ne s'entendent pas sur la qualification juridique de la relation contractuelle entre Mme Lamontagne et Sun Life. En fait, la question que doit trancher la Cour, c'est est-ce que Mme Lamontagne peut être considérée comme une salariée, une employée de la Sun Life malgré le contrat de service signé par les parties. Il faut savoir que suite à la résiliation du contrat de service en 2009, Mme Lamontagne avait déposé dans un premier temps une plainte à la Commission des normes du travail alléguant un congédiement fait sans cause juste et suffisance au terme de l'article 124 de la loi et que la Commission des relations du travail de l'époque avait accueilli l'objection préliminaire de l'employeur et déterminé que Madame était une travailleuse autonome et qu'elle n'était pas une salariée au sens de la loi. Saisie de la question, la Cour supérieure va conclure dans un premier temps, à la suite d'une analyse factuelle de tous les éléments qui caractérisent la relation entre les parties, qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'emploi puisqu'il manque l'élément fondamental qui est le lien de subordination. Donc, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat d'emploi, on s'attend à ce que le contrat soit régi par les règles applicables au contrat de service, qui sont ceux prévus à l'article 2098 et suivants du Code civil du Québec.
Là où la Cour va innover, pour ainsi dire, c'est qu'elle va conclure que les articles 21, 25 et 21, 29 du Code civil du Québec ne s'appliquent pas dans le dossier en cause. Les articles 21, 25 et 21, 29, ce sont les articles qui permettent, dans le cadre d'un contrat de service, de mettre unilatéralement fin au contrat sans préavis. C'est en fait ce qui différencie fondamentalement le contrat d'emploi du contrat de service. Ce que la Cour va venir dire, c'est qu'en raison du caractère exceptionnel de la résiliation unilatérale et des circonstances du dossier, notamment la dépendance de Mme Lamontagne envers la Sun Life et également sa position de vulnérabilité, le préavis de 14 jours qui était prévu au contrat, qui était en somme plus généreux que le préavis unilatéral prévu au possible en vertu du Code civil du Québec, était abusif et donc nul dans les circonstances. Et en fait, la Cour supérieure va conclure que bien qu'il s'agisse d'un contrat de service, Madame Lamontagne a droit à une somme de 23 000 $ qui représente environ un préavis de 6 mois et tous les autres chefs de réclamation ont été rejetés. Ce qu'on peut retenir de ce dossier-là, c'est qu'il est plutôt exceptionnel en droit de reconnaître le droit à un préavis dans un contexte de résiliation d'un contrat de service. Donc, normalement, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat de service est vraiment ce qui constitue la différence fondamentale entre le contrat d'emploi et le contrat de service. Mais puisque la décision faisait l'objet d'une jurisprudence contradictoire, la requête pour permission d'en appeler de la Sun Life a été accueillie au mois de février dernier, et donc la Cour d'appel va être appelée à se pencher sur la question très prochainement. Ça a été très bien plaidé. Plaidé par mon collègue Luc Déhay. Merci, José. Bravo, Luc. Autre décision qui était très attendue cette année, la décision rendue dans l'affaire Commission de la Santé et Sécurité du travail et Supervac pour tous les employeurs qui sont ici et qui ont à gérer des enjeux de financement en matière de santé et sécurité au travail. C'est une décision, je le disais, attendue. Les faits sont les suivants. À la suite d'un accident de travail, le travailleur s'est vu reconnaître le droit à des IRR par la CSST. L'employeur et le médecin conviennent d'une assignation temporaire et lors de l'assignation temporaire, l'employeur congédie le travailleur pour un motif d'ordre disciplinaire. Donc, ce qui arrive dans ces cas-là, la CSST reprend le versement des IRR. Donc, on peut deviner que, comme tout bon employeur, Supervac ont fait une demande de transfert de coûts aux employeurs de toutes les unités, puisque les IRR versés depuis le congédiement n'étaient pas, selon l'employeur, en lien avec sa lésion professionnelle. Donc, il y a une demande qui est faite en vertu de l'article 326. Or, la décision de la Cour d'appel, ce que la Cour d'appel nous rappelle, c'est que la CLP a conclu à tort que la LATMP crée une distinction entre le droit aux IRR et l'imputation de ces IRR à l'employeur. Dans cette affaire-là, cette distinction a permis à la CSST de déterminer que, à la CLP, pardon, de déterminer que le travailleur avait droit à la reprise des IRR suite à son congédiement, mais que ces IRR ne devaient pas être imputés à l'employeur car elles n'étaient pas dues en raison d'un accident de travail. L'article 326.1. Et c'est une controverse jurisprudentielle qui durait depuis fort longtemps. Donc, dans cette affaire-là, la Cour d'appel conclut que la décision de la CLP, confirmée par la Cour supérieure, est déraisonnable. La question aurait dû se poser plutôt sous l'angle de l'article 326, deuxième alinéa, à savoir si l'employeur est obéré injustement d'une partie des coûts liés à la lésion du travailleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, évidemment, cette décision-là, elle était attendue parce que je pense que plusieurs d'entre vous devez être dans la même situation que plusieurs de mes clients, à savoir que les dossiers de 326 sont suspendus, le traitement est suspendu depuis déjà plusieurs années. Donc, il y a beaucoup de sous en jeu pour les employeurs. Donc, la Cour d'appel retourne le dossier au TAT pour qu'il détermine si l'employeur est obéré injustement des IRR versés après le congédiement. Donc, il faudra encore attendre
pour connaître l'issue du litige. Donc, la suite de notre colloque 2019. Merci. La prochaine décision est celle rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire CNE-SST contre Caron, qui était également une décision fort attendue. Donc, elle traite de l'obligation d'accommodement raisonnable des travailleurs victimes d'une lésion professionnelle. Et c'est une décision qui a mis fin à un débat qui durait depuis plusieurs années. Donc, les faits en cause mettent en cause M. Alain Caron, qui travaillait comme éducateur spécialisé dans un centre pour personnes ayant des déficiences intellectuelles. Donc, en 2004, M. Caron se blesse au coude. Sa réclamation pour une lésion professionnelle est acceptée par la CSST à l'époque. Et ultimement, la CSST va conclure que M. Caron ne peut pas occuper son emploi pré-lésionnel et qu'il n'existe pas non plus chez l'employeur d'emploi convenable. Et donc, au terme du processus de réadaptation prévu à la LATMP, la CSST veut poursuivre la recherche d'un emploi convenable sur le marché du travail. M. Caron, lui, s'oppose à cette démarche-là et prétend que le processus de réadaptation aurait dû se poursuivre au sein de son employeur même pour s'assurer, en fait, que son employeur avait rencontré son obligation d'accommodement raisonnable jusqu'à la limite de la contrainte excessive, telle que le prévoit la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, la question ici, c'est de savoir, est-ce que la CSST doit tenir compte de l'obligation d'accommodement de l'employeur lorsqu'elle détermine si un retour au travail est possible pour le travailleur victime d'une lésion professionnelle? La CSST, elle, avait conclu que l'obligation d'accommodement découlant de la Charte ne s'applique pas dans un contexte d'application de la LATMP. Et lorsque saisie du dossier, la CLP, elle, a conclu que les dispositions de la LATMP représentaient la pleine étendue de l'obligation d'accommodement qui incombe aux employeurs dans un contexte de lésion professionnelle et qu'ainsi, aucune autre mesure d'accommodement ne pouvait être imposée à l'employeur. En contrôle judiciaire, la Cour supérieure et confirmée par la suite par la Cour d'appel du Québec ont annulé la décision de la CLP et obligé, en fait, retourner le dossier en première instance pour qu'un réexamen soit effectué pour qu'on puisse déterminer ou que la CSST détermine si l'employeur s'était acquitté de son obligation d'accommodement à l'égard du travailleur. Le dossier a cheminé jusqu'en Cour suprême du Canada, où la majorité des 5 juges sur les 7 juges qui ont siégé dans ce dossier-là a tranché que la décision de la CLP selon laquelle le régime de la LATMP n'impose pas d'obligation d'accommodement raisonnable aux employeurs était une décision déraisonnable. Pour la Cour suprême, l'obligation d'accommodement ou de prendre des mesures d'accommodement raisonnables en faveur des employés invalides est un précepte fondamental de notre droit du travail canadien. Et donc, il n'existe aucune raison de priver quelqu'un qui devient invalide à la suite d'une lésion professionnelle des mêmes protections prévues à la Charte et qui sont conférées à la personne qui est invalide dans un contexte qu'on pourrait qualifier de personnel. En fait, la Cour va venir dire que les droits et les avantages qui sont prévus à la LATMP pour le travailleur victime d'une lésion professionnelle doivent être interprétés et mis en œuvre conformément à l'obligation de l'employeur d'accommoder raisonnablement les employés. Et donc, dans les circonstances, puisque ni la CSST ni la CLP avaient formulé de conclusion à savoir si l'employeur avait respecté son obligation d'accommodement jusqu'à la limite de la contrainte excessive envers M. Caron, eh bien, le dossier a été retourné auprès du tribunal administratif du travail afin qu'il se penche sur la question. Ce qu'on peut retenir de cette décision-là, c'est qu'elle va avoir un impact significatif sur le processus de réadaptation et la détermination d'un emploi convenable par les principaux acteurs, notamment la CNE-SST et le tribunal administratif du travail, puisqu'en fait, le travailleur qui conserve des séquelles permanente, des limitations fonctionnelles ou une atteinte permanente suite à une lésion professionnelle est porteur d'un handicap au sens de la Charte et par conséquent, il a droit à des mesures d'accommodement raisonnables jusqu'à la limite de la contrainte excessive. Dernière décision dans l'affaire la Reine contre Fournier, décision récente de la Cour du Québec, donc je suis pas mal certain que plusieurs d'entre vous ont entendu parler. En fait, les faits là-dedans sont assez tristes. M. Fournier est un entrepreneur en excavation. Il est président d'une petite entreprise. Il est président de son entreprise.
alors qu'il réalise des travaux de remplacement d'une conduite d'égout devant une résidence de la Chine. Il y a des éboulements qui ensevelissent complètement M. Lévesque, qui est par la suite retrouvé sans vie. Monsieur Fournier est accusé sous 2 chefs, omission involontaire et négligence criminelle ayant causé la mort. La décision, bien, sur le chef d'homicide involontaire, la Cour conclut que M. Fournier a contrevenu à ses obligations édictées là, en vertu du Code sur la sécurité des travaux de construction et a commis ainsi un geste, un acte illégal ayant causé la mort. La conduite de M. Fournier était objectivement dangereuse et constituait un écart marqué par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Et ce que le tribunal, la Cour du Québec vient dire, la largeur et la profondeur de la tranchée, ainsi que l'angle, la distance insuffisante des dépôts de déblais et le fait que le travail d'excavation et de raccordement devait être effectué manuellement rendait objectivement prévisible le risque de lésion corporelle. Quant à l'accusation de négligence criminelle ayant causé la mort, M. Fournier, en omettant de respecter ses obligations légales, a démontré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité et de la vie de sa victime. Il y a un arrêt conditionnel des procédures là, qui a été ordonné là, sous le chef de négligence criminelle. En vertu du principe qu'on ne peut pas être reconnu coupable d'infractions multiples. Donc, écoutez, cette décision-là, on vous en parle d'abord. Évidemment, les faits sont assez troublants, mais cette décision-là constitue une première condamnation pour homicide involontaire dans un contexte de manquement aux obligations d'un employeur afin de protéger et d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs. On sait qu'il y a déjà eu des décisions rendues en matière de négligence criminelle, mais c'est la première décision qui est rendue, première condamnation pour homicide involontaire. On ne rappelle jamais trop souvent, évidemment, l'importance de la prévention en matière de santé et sécurité au travail, et on voit que les conséquences, outre une perte de vie, les conséquences pour l'employeur peuvent être vraiment, vraiment importante et à conséquence. Et dans cette affaire-là, les représentations sur la sentence est à venir, mais la Cour d'appel vient d'accueillir une requête pour permission d'en appeler. Donc, à nouveau, décision à suivre. Donc, c'est ce qui complète la présentation des 10 décisions là, marquantes de la dernière année. José et moi sommes à votre disposition.